Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Salut Mathilde, bienvenue dans le podcast. Merci, bonjour. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Mathilde, je vais bientôt avoir 23 ans. Je suis infirmière depuis 2 ans, presque, un peu plus de 2 ans. Et je travaille en chirurgie digestive dans un hôpital à Paris. Et du coup, c'est ton premier lieu d'exercice là ? Oui, juste après mon diplôme, j'ai tout de suite commencé à travailler dans ce service-là, à peu près 3 jours après la date de l'obtention du diplôme. Et ouais, c'est mon premier taf et c'est mon seul service pour le moment. Ok, et est-ce que tu sais un peu nous expliquer ce qui fait que du coup tu t'es orienté tout de suite vers ce choix de service ? Je savais que je voulais faire de la chirurgie. J'avais fait comme dernier stage de la réanimation, ça m'avait beaucoup plu. C'est toujours dans un coin de ma tête, la réa. Mais pour débuter, c'était trop prenant pour débuter la réanimation. Donc je voulais quelque chose avec des soins techniques, avec du relationnel, tout en n'étant pas non plus trop hard. Et donc j'ai postulé pour plusieurs services de chirurgie à Paris et ce service-là était le premier à me répondre. C'était mon premier entretien et ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré la visite qu'on m'a fait, j'ai adoré les gens que j'ai rencontrés pendant mon entretien et du coup je me suis dirigée vers ça un petit peu au hasard, j'avoue, mais j'ai pas été déçue du tout. Ok, super. Donc tu parlais des soins par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme soins particuliers en chirurgie Alors, digestive ? en chirurgie digestive, on va traiter tous les organes du système digestif, à commencer par l'œsophage, l'estomac, le pancréas, le foie, le côlon, l'intestin, le rectum. Donc en fait, toutes les pathologies qui vont toucher ces organes-là, en général, c'est beaucoup de cancers qui sont plus ou moins avancés. On soigne également les chirurgies dans l'urgence, donc les appendicites, l'inflammation de la vésicule biliaire qui entraîne du coup qu'on la retire. On soigne également les maladies endocrines, donc les cancers de la thyroïde par exemple, donc on retire les thyroïdes, les parathyroïdes. On a également les glandes surrénales. Enfin, c'est très très large. Disons qu'on traite énormément d'organes, donc les pathologies qu'on rencontre sont très larges. Le plus courant, on va dire, ce qu'on voit le plus, c'est l'ablation d'une partie d'un organe ou d'un organe complet à cause d'un cancer. Du coup, toi, en l'occurrence, c'est quoi les soins spécifiques que tu es amené à faire du coup dans cette unité ? Alors nous, on accueille les patients d'avant l'intervention et juste après l'intervention. C'est-à-dire que avant l'intervention, c'est toute la préparation avant une chirurgie. C'est du classique, hein, s'assurer que le patient il est bien à jeun, qu'il a bien fait une douche bétadinée, etc. Et ensuite, on les récupère après l'intervention. Une fois qu'ils ont été opérés, une fois qu'ils sont passés en salle de réveil, ils remontent dans le service. Et donc nous, c'est au début, beaucoup de surveillance, prise en charge de la douleur. On les soulage au maximum parce que c'est toujours douloureux une chirurgie. Donc on soulage la douleur et puis des surveillances au niveau hémorragique, au niveau infectieux, etc. Des prises en charge qui sont rapides en général. Les patients ils restent un jour ou deux. On s'assure que ils reprennent l'alimentation correctement, que les pansements, enfin la cicatrisation se déroule bien, etc. Et dans ces cas-là, ils rentrent chez eux. Parfois, on a des chirurgies qui sont un petit peu plus lourdes et qui donnent des soins plus lourds par la suite pour nous. Donc, c'est des patients qui reviennent avec des drains, par exemple, qui reviennent avec des stomies, qui reviennent avec des sondes nasogastriques, qui reviennent bien équipés. Et pour nous, ça fait beaucoup de surveillance de tous ces dispositifs. Ça fait des soins de pansement, ça fait des soins de cathéter, etc. Il y a pas mal de soins techniques à faire. Tu as parlé des stomies à l'instant. C'est Ouais. quelque chose qu'on associe facilement à la chirurgie digestive. Mhm. Est-ce que au niveau psychologique dans ton travail, est-ce qu'il y a une partie qui peut être compliquée? C'est-à-dire que je sais que c'est quelque chose aussi qu'on voit à l'école. La stomie, c'est dur à accepter quand on n'en Bien a sûr. pas. Comment ça se passe? Déjà, pour un professionnel qui débute et qui découvre pour la première fois l'estomie, c'est un peu déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude du tout.
Mais déjà, pour un professionnel, on s'y fait très vite. Honnêtement, on s'y fait très vite parce que ça reste comme un pansement, si tu veux, ça reste un soin qu'on fait assez régulièrement. C'est vrai que pour le patient, c'est parfois plus difficile à accepter. En général, ils sont prévenus avant l'intervention qu'il y a toujours un risque que si l'intervention est trop difficile, si la couture à l'intérieur elle n'est pas assez solide, si, enfin il y a plein de raisons, on les prévient que peut-être il y aura une poche, peut-être il y aura une stomie, etc. Donc il y a déjà un chemin, comment dire, psychologique qui est fait de leur côté, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, les chirurgies dans l'urgence, le patient se réveille et d'un coup, hop, il y a une stomie. Dans ces cas-là, il y a tout un processus de, comment dire, il faut qu'ils apprivoisent la stomie en elle-même. Il y a beaucoup de patients qui ont du mal à la regarder au début, qui veulent même pas en entendre parler, même pas sentir l'odeur, même pas qu'on essaye de leur dire, mais peut-être que vous pourriez nous apprendre à le faire vous-même, parce qu'il y a tout le changement des poches qui se fait régulièrement, qui se fait au moins tous les jours. Enfin, il y a des soins tout autour de ça. Et pour des patients qui vont garder la stomie pendant 3 à 6 mois, c'est important pour eux, au bout d'un moment, d'être autonomes, parce que même s'il y a une infirmière à domicile, à la maison, etc., ça reste, ça peut fuir, tout simplement. Donc, en fait, il faut que le patient il soit capable de se lancer, de se dire, je vais m'en occuper tout seul, etc. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile pour eux d'apprivoiser le truc. Mais nous, on est aussi là pour les aider. On est là pour dédramatiser la situation, pour leur montrer que c'est pas si compliqué que ça. C'est c'est possible, on y arrive, ils peuvent le faire aussi. Et en fait, il y a toute une partie éducation par rapport à la stomie qui est super importante, que nous, les infirmiers de chirurgie digestive, on fait au quotidien. Alors, on a une stomatothérapeute dans mon service qui, elle, est vraiment spécialisée, elle ne fait que ça et elle est de très bons conseils. Elle a l'habitude de l'éducation, elle a l'habitude de ce contact-là avec les patients. Donc, elle nous donne plein de conseils, elle nous explique parfois chez certaines stomies qui sont difficiles à apparier, etc. Elle nous aide vachement et elle aide aussi beaucoup les patients qui ont du mal à l'accepter, quoi. Mais en général, ça se passe bien. Ok, super. D'ailleurs, tu parlais d'une stomatothérapeute, si je me trompe pas. D'accord, c'était Mhm. une infirmière à la base, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, Ouais. c'est une infirmière qui s'est spécialisée, qui a fait au-delà d'un DU, je crois que c'est même une formation supplémentaire qu'on peut faire. Je ne sais pas exactement dans quel contexte, mais en tout cas, oui, elle est diplômée. Ok, Ok. super. Je reviens une dernière fois sur les stomies parce que c'est un soin que toi tu fais au quotidien, mais les étudiants infirmiers ou même les infirmiers, on est amené à en croiser. Forcément, lors de nos études, on en voit toujours. Mhm, Je sais qu'il y a plusieurs types de stomies. Là, tu parlais de mhm. stomies de 3 à 6 mois. Est-ce que en quelques secondes, tu peux nous dire un peu les différents types? Alors, c'est assez simple. En général, on met en place une stomie qui s'appellera plutôt une iléostomie. Ça, c'est les stomies qui sont temporaires. C'est-à-dire que quand on a fait une chirurgie du côlon, il y a donc à l'intérieur une cicatrice, il y a une anastomose, comme on appelle, donc une couture à l'intérieur, qui doit être protégée. Dans ces cas-là, on a une stomie qui va être temporaire, une iléostomie. Le principe, c'est que c'est un morceau de l'intestin grêle qui est ramené à la peau et qui forme la stomie. Donc, c'est uniquement l'intestin grêle qui se vidange et qui va dans cette petite poche. Le but, c'est de laisser le côlon, qui est du coup la suite du tube digestif, de laisser le côlon cicatriser. Donc, c'est en général une stomie qui va rester 3 à 6 mois en fonction de l'évolution de la cicatrice. Donc, régulièrement, il y a des scanners qui sont faits, voir comment ça évolue, etc. Et au bout du compte, on remet en continuité le tube digestif, donc on retire la stomie, on remet le côlon, enfin, on rabouche l'intestin grêle au côlon et c'est reparti. Donc, dans ces cas-là, c'est une stomie qui peut être temporaire. Mais il y a parfois des patients chez qui la pathologie est telle que la stomie va être définitive. Dans ces cas-là, en général, c'est plutôt une colostomie, c'est-à-dire que c'est le côlon qui va être rabouché à la peau et qui va être du coup la fin du tube digestif. C'est en général chez les patients qui ont des cancers du bas rectum, qui sont vraiment très invasifs et qui nécessitent qu'on retire au moins un tiers, voire la totalité du côlon. Et dans ces cas-là, c'est une stomie qui va rester à vie. Après, ce qu'on peut voir, pour vous donner une petite idée, pour que ce soit plus facile à différencier, en général, une colostomie va produire des selles beaucoup plus pâteuses, qui vont beaucoup plus ressembler à un vrai transit, tandis qu'une iléostomie, si vous voulez, il n'y a pas la durée enfin, comment dire, il n'y a pas le trajet du côlon. Donc en fait, les selles sortent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus liquides. Pardon pour les détails, mais du coup, ça va être une stomie qui va produire un liquide beaucoup plus verdâtre,
beaucoup plus liquide et qui va sortir beaucoup plus vite. Parce qu'il n'y a pas le côlon en plus, si vous voulez. Voilà, pour les différencier. Après, au niveau de l'équipement, au niveau du matériel, c'est exactement la même chose que que ce soit une iléostomie, une colostomie, on utilisera le même matériel. Il en existe des tas de sortes, dans tout, de plusieurs tailles, de plusieurs diamètres, etc. Ça, de toute manière, c'est le patient qui vous montrera ce qu'il a comme appareil, et puis, vous prendrez la même chose ou quelque chose qui ressemble. Voilà. Après, c'est du bricolage, tout simplement. Ok, super, je te remercie pour les infos. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée. Toi, combien t'as de patients en charge dans ton unité? Comment ça se passe? Alors, moi, dans mon unité, on a entre 6 et 8 patients en charge. Ça dépend parce qu'on a plusieurs étages et c'est réparti différemment. Ça peut paraître peu parce qu'il y a des services conventionnels où on peut en avoir 15. Mais honnêtement, 6 à 8 patients, c'est largement suffisant. Surtout quand ils ont tous énormément d'équipements, comme disait des sondes, des drains, des perfs, des cathéters centraux, voilà, il y a plein, ils peuvent arriver quand même très équipés. Donc c'est pas trop. Hein. 8 patients, c'est très bien. Après, c'est une infirmière pour 8 patients, mais on n'est jamais toute seule sur notre étage. On a toujours une collègue, enfin pour mon service du moins, il y a toujours une autre infirmière avec moi à l'étage. Donc si jamais il y a un souci, si jamais c'est trop lourd, si jamais il y a plusieurs patients qui ont besoin de soins en même temps, il y a toujours une collègue qui est là pour nous épauler et il y a toujours une aide-soignante également avec nous. Ok, bah, je te remercie. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, un moment marquant que tu aurais aimé partager de ton quotidien? Alors, ça n'a pas réellement de lien avec la chirurgie digestive en elle-même. Mais disons que j'ai pris en charge un monsieur que j'avais pas eu avant l'opération parce qu'il arrivait des urgences et qui avait 101 ans, qu'on m'avait présenté comme petit papy, pour la faire simple, 101 ans. Et quand il est revenu de son opération, il était dans son lit, il bougeait pas. On avait beau lui parler, lui crier dessus, il y avait aucune réaction, alors que avant l'intervention, on l'avait pas du tout décrit comme mutique, on va dire. Et donc, un jour passe, 2 jours passent, vraiment aucune communication possible. Et un jour, j'avais le temps, je me suis dit, je vais lui raser la barbe, parce qu'il était vraiment, il avait une barbe qui commençait à être bien prononcée. Donc, je vais dans ses affaires, ce que je fais pas habituellement, mais là, je cherche un rasoir, une mousse à raser, et je tombe sur une boîte avec des appareils auditifs. Et puis, je tombe sur une autre boîte avec un dentier. Et puis, sur une boîte à lunettes aussi. Alors, je me dis, peut-être que ce monsieur, il nous entend pas tout simplement parce qu'il n'a pas ses appareils auditifs. Donc, je lui ai remis ses appareils auditifs, je lui ai remis son dentier, je lui ai mis ses lunettes, et là, un homme est né. C'est-à-dire que le monsieur, il était réveillé, il discutait avec moi. On n'était pas du tout sur un papy sénile. Voilà, on était sur un monsieur très intéressant, très intelligent, qui avait absolument toute sa tête, qui s'est levé, qui a commencé à faire enfin, comment dire, à vivre normalement, alors que si on n'était pas allé chercher dans ses affaires ou se rendre compte qu'il y avait cet appareil auditif qui existait, peut-être que ce monsieur, on l'aurait pris pour un papy sans réaction pendant des semaines. Et ce monsieur, il était tellement reconnaissant qu'on lui redonnait ses appareils auditifs, ses lunettes, etc., qu'à la fin, quand il est parti, il a demandé à sa fille de nous faire le couscous. Et donc, tout le service a reçu 2 énormes marmites de couscous et de semoule. Et on a fait un grand repas tous ensemble et c'était super sympa. C'est Voilà, il y a des génial. petits moments comme ça de sympa. Comme quoi, quand on est coupé de nos sens, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et surtout chez les personnes âgées que parfois on néglige un petit peu parce que la personne âgée, ça peut faire un petit peu peur. Il suffit finalement voilà, de se mettre, comment dire, de les de se, écouter c'est ça, de se mettre à et de les leur mettre, place aussi. voilà, de se mettre à leur place et de leur donner toute possession dans leurs moyens. Je pense que tu révèles un côté de notre métier qui est je ne saurais pas comment expliquer ça, mais le quotidien, plutôt l'habitude, en fait. Mm. Et on néglige parfois des choses à force de Ah, bien faire et sûr. de faire. Et... Bien sûr, et puis on se dit c'est juste une personne âgée qui est en train de délirer à cause de l'anesthésie. Alors parfois c'est le cas, mais pas toujours. Et il y a des fois juste des personnes âgées qui ne vont pas bien et qu'on n'arrive pas à entendre, qu'on n'a pas envie d'entendre. Et je trouve ça dommage parce que ils méritent autant d'être soignés que les autres finalement. Et voilà, on ne devrait pas s'arrêter au fait qu'il est vieux, tant pis. Bien sûr, ça souligne le fait que dans notre métier, je pense qu'il faut toujours aller chercher et pas rester sur ses acquis. Bien sûr. Et du coup, on va se mettre dans la peau
d'un stagiaire qui s'apprête à arriver dans ton service ou d'un futur ISE qui vient d'être diplômé et qui a fait son premier entretien d'embauche comme toi et qui, dans Mhm. quelques jours, 3 jours après le diplôme, s'apprête à rentrer en chirurgie digestive? C'est quoi tes petits conseils? Qu'est-ce qu'il pourrait réviser? Les bases, tout simplement, de Mhm. ton service pour la chirurgie digestive, ce serait quoi? Bah, moi, je lui dirais de revoir tout le système digestif de A à Z, comment ça fonctionne. Parce que déjà, savoir comment ça fonctionne normalement, ça nous permet de comprendre quand ça fonctionne pas bien, pourquoi. Donc ça, ce serait pour moi la base. Autre chose, c'est de savoir, une fois qu'on est dans le service, s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que ne pas hésiter à poser des questions à tous ses collègues, mais que ce soit les infirmiers, mais aussi les médecins, les chirurgiens, les internes notamment, qui sont en général dans les grands hôpitaux, qui sont les personnes qu'on fréquente le plus. Les internes, c'est vraiment les médecins de proximité. Ne pas hésiter à poser plein de questions pour comprendre pourquoi ce patient il est là, qu'est-ce qu'on lui a fait exactement au bloc, etc. C'est super important. Et pour moi, un conseil qui est primordial, c'est si un soin vous fait peur, faites-le. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en chirurgie digestive, j'avais très peur de poser une sonde nasogastrique. Pas une sonde qui va alimenter le patient, non, une sonde qu'on pose dans le but d'aspirer le contenu de l'estomac pour éviter que le patient vomisse. Et, euh, et donc j'avais très peur de poser cette sonde nasogastrique et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait juste se lancer. C'est-à-dire que du moment où je me suis dit, allez, ça me fait peur, mais j'y vais, j'ai demandé à une collègue, viens, on y va ensemble. Et on l'a posé ensemble. Et finalement, bah, c'était pas si horrible que ça, en fait. Je l'ai fait avec une collègue qui avait l'habitude, qui était expérimentée, qui m'a bien montré, qui m'a bien expliqué, etc. Et même si ça me faisait très peur, et bah, le fait de me lancer, de le faire et de me faire un peu violence, et bah, mine de rien, ça s'est très bien passé. Et maintenant, les sondes nasogastriques, ça se pose en 2 minutes, quoi. Alors que ça me faisait très peur. Bah, bien sûr. C'est amusant que tu parles de la sonde nasogastrique parce que figure-toi que en arrivant aux urgences, ça fait partie des soins que je n'avais pas fait auparavant et qui me faisaient super peur. Surtout que bah, parfois dans l'urgence, on n'a pas forcément le temps d'être à plusieurs. Mhm. Et du coup, ouais, j'ai fait pareil, j'ai demandé à mes collègues de venir avec moi. Et maintenant, c'est un soin qui me fait plus peur parce que c'est un soin qui est pas si complexe que ça au final, qui paraît impressionnant, Ouais. mais qui est assez abordable. Et puis, on a l'impression de faire très mal aux patients. Alors, ce qui est certainement le cas, hein. C'est très, très désagréable. Je pense qu'avec les PCR, vous avez une petite idée de ce que c'est de prendre un tuyau énorme dans le nez. Donc, la gastrique, ça fait très mal aux patients. Mais après, c'est un tel soulagement pour eux que, en fait, on leur rend vraiment service en leur posant cette sonde en général. Donc, même si vous avez l'impression que vous êtes en train de torturer votre malade, dites-vous que c'est un moment difficile, mais qu'il faut y passer et qu'une fois qu'elle sera en place, le patient sera soulagé. Voilà. C'est mon petit Alors tip. pour préciser pour les auditeurs qui n'auraient jamais vu ce soin, la sonde nasogastrique, qu'est-ce que c'est? C'est une sonde, un petit tuyau on va faire passer qui est tout d'abord par le nez, qui passe ensuite par l'œsophage jusque dans l'estomac et qui aspire. Le but, en fait, c'est souvent chez des personnes qui sont en occlusion, c'est-à-dire que leur système digestif est complètement bloqué, de ne pas revomir leurs selles, tout simplement, et de les décharger au niveau de l'estomac. Voilà, en général, c'est mis en aspiration et on aspire le contenu de l'estomac pour les soulager. Voilà. Je me trompe pas, c'est ça. Exactement. Non, c'est exactement ça. C'est plus courant Super. qu'on ne le pense. Enfin, Ouais, c'est bien sûr. malheureusement plus courant qu'on ne le pense. Ok, bah écoute, je te remercie Mathilde. Est-ce que tu as des choses à rajouter Non, tout simplement, si vous voulez venir bosser en chirurgie digestive, c'est une super spécialité, c'est très complet. On apprend énormément de choses, énormément de soins. Quand on ressort de la chirurgie digestive, on peut aller bosser à peu près n'importe où. C'est un bon tremplin avant de se lancer, que ce soit au blog ou que ce soit en réa. C'est un premier palier qui, pour moi, est vraiment, vraiment accessible. Et même si ça fait peur, même si c'est dur au début, lancez-vous parce que c'est super. Eh ben, merci pour tout Mathilde. Et ben avec plaisir. Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire. Ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.